vous tous, je vous ouvre les portes de ce dimanche 1er septembre, 23h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan après un séjour privé en France. Le président de la République, accompagné de la première dame, Dominique Ouattara, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs membres du gouvernement. C'est demain lundi 2 septembre 2024 que reprend l'opération d'assainissement de la casse d'Abobo-Anador. Une nouvelle annoncée par l'adjoint au maire de la commune chargé de la salubrité au cours d'une rencontre avec la presse. Les ferrailleurs devront se rendre sur le nouveau site à Abobo-Ndotré. Et puis le tour du monde de l'actualité va nous mener en Ukraine. L'Ukraine qui a vu ses infrastructures énergétiques visées par des frappes russes en début de semaine. Nous irons également en Afrique du Sud pour voir la première femme présidente de la Cour constitutionnelle. Le condensé de l'actualité internationale, c'est dans le 7 sur 7. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Je le disais à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan ce dimanche 1er septembre 2024, après un séjour privé en France. Le chef de l'État, accompagné de la première dame, Dominique Ouattara, a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, et plusieurs membres du gouvernement, comme vous pouvez le voir. Dans le même temps, le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, a quitté Abidjan ce dimanche 1er septembre pour Beijing en Chine, où se tiendra le sommet 2024 du Forum sur la coopération africaine. Présent à son départ à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le vice-président va représenter à cette rencontre de haut niveau le chef de l'État, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, dont les œuvres seront saluées par les populations du district des Montagnes. Avant l'hommage au président de la République ce 14 septembre, les transporteurs se sont rencontrés à la préfecture de Guiglo. Ils veulent s'impliquer dans la réussite de l'événement. Christ Ephraim Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Ils sont venus de plusieurs villes et villages du district autonome des Montagnes. Ces transporteurs du Guémon, Tonkbi et Kavali ont répondu à l'appel de Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Nous sommes venus rencontrer nos camarades transporteurs de toutes les localités qui composent donc ce grand district pour qu'au soir du 14 septembre 2024, la mobilisation soit parfaite et les populations soient transportées en toute sécurité et retournent chez elles après avoir fait cette grande fête qui va donc rendre hommage au président de la République. Nous lançons donc un appel à l'ensemble des opérateurs du secteur du transport du district des montagnes pour que, dans le cas du transport des populations, pour venir à Djiglo, de leur transport pour retourner à leur lieu d'habitation, les transporteurs soient à la hauteur de la confiance qui leur a été donc placée. Et je peux vous dire que nous allons relever ce défi. À l'ordre du jour, se rendre disponible pour convoyer les populations à la cérémonie du 14 septembre prochain à Guiglo. Pour les acteurs du transport conviés, c'est un message bien perçu et le challenge sera relevé. Nous avons l'obligation, en dette de reconnaissance vers le président, pour lui dire merci, pour organiser le 14 à Guiglo à 100% du côté du transport, qui est notre milieu. Nous allons mettre les bouches d'eau pour faire tout possible pour que ça réussisse. Les transporteurs sont déjà prêts. Nous sommes en train de s'organiser pour le 14 pour dire merci au président Alassane Ouattara pour le bienfait qu'il fait pour les transporteurs. Les transporteurs du district autonome des montagnes se disent reconnaissants des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Ils entendent sensibiliser toutes les différentes bases afin de réserver un hommage aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne dans le Kavali. Une autre synergie d'action pour atteindre d'autres objectifs, lutter efficacement contre les effets néfastes du changement climatique. Une quarantaine de parlementaires africains réunis à Abidjan sur la contribution des parlements dans la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux. On voit cela avec Konaté Moussa. Avancée de la mer, désertification, quelques conséquences du réchauffement climatique. Le sujet préoccupe des parlementaires africains réunis à Abidjan. Le changement climatique est une réalité et c'est une donne qu'il faut prendre en compte dans toutes les politiques.
dans tous les programmes et dans tous les projets que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Je viens des congés parlementaires dans mon village où ça fait 7 mois, il ne pleut pas. Et les communautés doivent se déplacer. Il est important que j'informe et que je sensibilise ma population sur cette question des effets liés au changement climatique, mais aussi savoir sur toutes ces négociations à travers les fonds qui sont alloués dans nos pays, qu'est-ce qui est réservé aux communautés locales. Vous voyez que tout est déréglé. Parlant même de la pluviométrie, on ne maîtrise plus rien. Alors donc, il est important que les parlementaires africains unissent leurs forces. S'unir afin d'harmoniser les initiatives contre les effets dévastateurs du changement climatique. L'engagement des parlementaires bénéficie du soutien du groupe africain d'appui aux experts négociateurs, Agnes. Les parlementaires doivent s'assurer que les engagements que les gouvernements ont pris au plan international et au plan national puissent être effectivement mis en œuvre. Ils doivent faire en sorte que les dotations budgétaires nécessaires pour pouvoir lutter contre le changement climatique puissent être effectivement approuvées. Et ils doivent s'assurer que tout ce qui sera fait a un impact réel sur les populations. Les assises d'Abidjan pourraient être le point de départ pour de nouvelles décisions des parlements africains. Les engagements sont pris par nos gouvernements. Et c'est par la suite que ces engagements-là sont présentés au Parlement. Mais au moment des négociations, les parlementaires ne sont pas là. Notre souhait est que aussi, à la fin de ces travaux, nous puissions exprimer cela, de voir que dans les délégations gouvernementales qui vont négocier tous ces accords-là, qu'il y ait des parlementaires pour que nous soyons aussi au départ et non seulement à la fin du processus. Nous allons prendre un certain nombre de résolutions que nous allons transmettre aux différents gouvernements, mais aussi à la coalition sur le changement climatique et le développement en Afrique. Renforcer le rôle des parlements dans la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux en matière de gestion du changement climatique. C'est le thème de ces travaux qui se tiennent sur 3 jours avec la participation d'une quarantaine de parlementaires membres des commissions en charge des questions environnementales. Ils veulent intégrer des établissements publics de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils sont au nombre de 27 958. Ces candidats qui composent en ce moment, 15 000 d'entre eux seront retenus pour la prochaine rentrée. Ismaël Evradeo, Dangui. À peine 7 heures du matin, les candidats au concours d'entrée dans les établissements publics de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage arrivent, chacun à son rythme, dans la cour du lycée technique. Une vérification des salles de classe est faite dans un premier temps avant la phase de composition. Au menu, 4 épreuves, culture générale, mathématiques, anglais et français. Des phrases, il faut dire si c'est des phrases déclaratives. Pour moi, c'est abordable et je suis confiante. Je ne suis pas trop stressé, comme ça fait ma 10e fois de passer. C'est français et puis culture générale. Ce sont les verbes et puis bon. Venu s'assurer du bon déroulement des épreuves, le directeur de cabinet de la tutelle invite les candidats à aborder les épreuves dans la sérénité et la rigueur. Il y a environ 15 000 places qu'on offre, donc c'est à peu près la moitié des candidats qui seront retenus. Donc nous demandons aux candidats d'être sereins et de composer dans la quiétude. Et on demande aussi aux surveillants d'être vigilants parce que quand même nous sommes à des concours et ces concours ont pour objet de sélectionner les meilleurs parmi tous ceux qui se sont présentés. Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet de technicien supérieur industriel et tertiaire sont les diplômes délivrés dans ces établissements. Pour cette année académique 2024-2025, il y sont 27 958 candidats en lice. Les résultats, quant à eux, sont attendus pour le mercredi 12 septembre 2024. Prenons la direction de la sous-préfecture de Galébré. La notabilité et l'association des femmes de Nyigbawa ont initié ce week-end les journées de développement socio-culturel de la localité. Elles prônent le vivre ensemble et le développement. C'est ce que nous apprend Kader Sogonogo. Des élus de la région du Djologo, accueillis dans l'Alliance populaire, dans le village de Nyigbawa, dans la sous-préfecture de Galébré, dans la région du Go. Ils viennent au nom du ministre d'État, Denis Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo,
participer aux journées de développement socio-culturel du dit village. Des journées initiées conjointement par l'association des femmes et la notabilité du village. Cette action vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers le brassage interethnique et communautaire. Dans tous les villages, il faut justement mobiliser les populations, faire un partage d'activités, d'expériences entre les cadres qui sont en ville et les parents qui sont au village. Cette année, la dynamique, c'est que nous voulons donner un fonds scientifique. On veut sortir un peu des activités démonstratives. C'est pourquoi nous avons introduit cette thématique-là de présenter la région, ses potentialités, pour que ceux qui viennent, qui ne sont pas de notre région, sachent un peu quelle est l'identité. Le représentant du parrain, le maire de Congo, Berté Abdraman Timoko, par ailleurs directeur général de l'IPS Segrae, salue les organisateurs pour cette initiative et les invite à demeurer toujours dans la paix pour favoriser le développement. Le message était clair. Ce que nous avons vu ici, c'est la cohésion, l'entente et la fraternité. Donc je demande à nos fioles d'aller toujours dans ce sens-là, de l'union et du vivre ensemble. Je repars satisfait. Le représentant du haut patron de la cérémonie, le ministre d'État, Denis Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo, salue cette initiative qui doit faire tache d'huile partout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, le mixage, la cohabitation, le vivre ensemble. Et nous sommes heureux de savoir que Gnigbawa porte le flambeau avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de réussite. C'est un exemple pour toute la Côte d'Ivoire, pour que de plus en plus nous allions vers cette cohésion, cette fraternité, qui sont des préalables au développement. Des dons et la remise du trophée Denis Birahima Ouattara aux vainqueurs du tournoi de la cohésion sociale ont mis fin à ces journées. Le visage du développement, c'est aussi l'assainissement. C'est demain lundi que reprend l'opération d'assainissement de la casse d'Abobo-Anador. L'information rendue publique par l'adjoint au maire de la commune, chargé de la salubrité, au cours d'une rencontre avec la presse. Ismaël Evradeo, Dangui. Déguerpissement de la casse d'Abobo. La mairie joue la fermeté devant la presse. On leur avait donné 48 heures. Les 48 heures passées, on a même ajouté 3-4 jours. Mais ils n'ont même pas voulu bouger. C'est pour cela que nous avons utilisé d'autres moyens. Donc, on va vider les magasins. On va se donner les moyens de rentrer en possession de tout ce qui se trouve dans les magasins. On va se donner les moyens. Et les moyens légaux. Cette fois-ci, si on prend vos marchandises, c'est non-retour. Qu'ils saisissent cette occasion-là. C'est 2 ou 3 jours pour déménager, pour achever leur déménagement. Selon lui, une seconde phase d'assainissement de l'ancienne case d'Abobo-Anador sera menée sur 3 jours non-stop. Objectif de la municipalité, accompagner les actions du gouvernement dans le cadre de l'assainissement du Grand Abidjan. À Abidjan, comme partout en Côte d'Ivoire, les vacances scolaires se poursuivent. Comment les élèves s'occupent durant cette période où les cahiers et les stylos sont rangés? Logoriti, notre reporter, nous apprend que certains ne font pas que dormir. Voyez son reportage, commenté par Kader Sogodogo. Les vacances scolaires, le temps du repos chez les élèves après des mois d'études. Une période qui évolue au fil du temps. Aujourd'hui, les vacances scolaires sont abordées autrement par la nouvelle génération d'élèves. Entre autres, des colonies de vacances, des activités de loisirs et des voyages organisés en famille. Ce couple septuagénaire nous témoigne des vacances de son époque. Dans les années 1971, nos vacances étaient beaucoup plus champêtres et on allait aider les parents qui, en retour, nous versaient quelques per diem. Et ces per diem-là nous aidaient à faire ce qu'on appelle les booms, c'est-à-dire les soirées dansantes, les balles poussières. On était au village, aider les mamans, aller au champ, récolter les arachides, nettoyer les champs d'igname. Une façon de faire qui a duré longtemps sur plusieurs générations. Jeffari Ouattara, la quarantaine, se réclame aussi de ce type de vacances, cette fois avec un but différent. Nous autres, on n'a pas eu la chance des amendes maintenant. Nous sommes nés au village. Pendant les vacances, on se retrouvait au campement parce que les vacances coïncidaient généralement avec les récoltes.
pour aider les parents afin qu'ils puissent subvenir à notre scolarité à la rentrée. Je me rappelle que la seule fois où il y a eu la chance d'aller passer les vacances en ville, c'était après l'obtention du BEPC. Là-bas, j'ai pu découvrir les jeux vidéo, les salles de cinéma. On peut dire que ça nous a apporté quand même cet amour des nôtres, cet amour de notre culture et cette volonté de participer au développement de notre localité. Ces anciens élèves ne nient pas l'existence depuis bien longtemps des colonies et camps de vacances qui n'étaient pas ouverts à toutes les bourses. Nous, à notre temps, les colonies de vacances, on voyait ça comme une affaire de petits blancs. Nous, notre colonie de vacances, c'est au champ. Ce sont nos amis qui venaient nous raconter les colonies de vacances. Dans les débuts de l'année 90, le premier député de Sataban-Sokora avait organisé une colonie de vacances, mais c'était pour les meilleurs élèves de la localité. Donc, on pourrait dire que c'était vraiment pas à la portée de tous. Ici, c'est un camp de scouts musulmans à Boaké. Ils sont une centaine d'élèves venus d'Abidjan, de Lakota et de plusieurs autres villes de Côte d'Ivoire. On a beaucoup misé sur le divertissement des enfants. On leur fait découvrir le plein territoire même de la Côte d'Ivoire. Âgés de 5 à 18 ans, pour la plupart, ils ont quitté leur famille pour la première fois. J'ai appris la culture générale, les jeux, les pratiques. Moi, je n'ai pas envie de partir à la maison. Parce que dans le camp, on fait des trucs où on ne fait pas à la maison. Cette ambiance illustre clairement la transformation des vacances scolaires au fil des années. Si ceux de la ville continuaient à venir au village pour découvrir de nouvelles choses au village, s'imprégner de leur culture, et que ceux qui sont au village, qui vivent d'habitude au village, partent vers la ville pour aller apprendre de nouvelles choses, je dirais que ça allait être positif de façon totale. Au fil des ans, les vacances scolaires se sont structurées davantage autour des besoins de la société urbaine. Pour les sociologues, cela s'explique. Les vacances scolaires ont connu des changements quand on remonte dans l'historique. Donc, selon les années, les vacances scolaires se sont adaptées aux réalités tant climatiques, sociales, de la localité dans laquelle, ou de la région ou le pays dans lequel les vacances scolaires se déroulent. Dans le cas de la colonie de vacances, on quitte son cadre habituel pour un nouveau lieu. Et il n'y a rien de plus bon pour un enfant que des découvertes qui vont permettre aux enfants d'abord de se faire de nouveaux amis, mais de déceler des talents qu'ils n'avaient pas. Parce qu'on va apprendre aux enfants la peinture, la sculpture. Ils vont apprendre des choses nouvelles, mais en s'amusant. Ça va développer leur esprit de créativité, de se sociabiliser parce qu'ils seront avec d'autres enfants. Mais je suis d'accord, on doit préserver les valeurs. Il est probable que les prochaines années apporteront de nouvelles évolutions dans le développement des vacances scolaires à l'image des transformations continues de nos sociétés. Et justement, pour occuper sainement les élèves en cette période de vacances scolaires, la RTI a lancé ses émissions qui ont beaucoup de succès auprès des jeunes. Radio Vacances, une émission de Radio Côte d'Ivoire qui sillonne plusieurs localités du pays, vient de s'achever. Le grand vainqueur du concours CRAC est la ville de Bongouanou. Retrouvons Eugène Atoubé à Yamoussoukro lors de la finale. Dans la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, des supporters exultants avec des propos de triomphalisme sur des accents de boutade. Les agnés sur la terre des Baoulés ont pris le pouvoir, entendait-on dire. Des paroles pour accompagner la victoire de Bongouanou au concours CRAC de l'émission Vacances Culture, 10 de moyenne sur 12 face à 6 concurrents à cette édition 2024, avec la clé 250 000 francs CFA et un trophée. On ne s'attendait pas à ce résultat-là. Parce qu'à 2 jours, ils nous ont envoyé une nouvelle, on a grouillé. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, on va rafler tout. Pendant les vacances, on prend le temps avec les experts de la santé d'animer des conférences, des masterclass pour que les populations puissent savoir comment se comporter, comment se tenir, comment se soigner. Ça rentre dans la droite ligne même de ce que le gouvernement attend des populations. Vacances Culture, une émission de la RTI proposée par Radio Côte d'Ivoire qui comptabilise cette année 2024, 10 ans de fidélité avec ses auditeurs et les populations dont la cible principale est la frange, comprise entre 12 et 30 ans. Par le canal de ce support de la RTI, les jeunes, mais aussi les populations dans leur diversité, sont instruites et édifiées sur les questions relatives au sida, au paludisme et au tabagisme. Des maladies, mais aussi des fléaux contre lesquels l'État de Côte d'Ivoire mène une lutte hardie,
à travers le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle via des programmes nationaux que sont le PNLS, le PNLP et le PNLTS. Avec la RTI, un partenariat gagnant-gagnant et grâce auquel les messages d'information et de sensibilisation gagnent en portée. C'est une très bonne opportunité pour le ministère de la Santé parce qu'à travers la radio, elle permet de continuer toujours sa mission dans la sensibilisation des populations. Nous arrivons un peu à freiner l'avancée de ces 3 fléaux. Il faut vraiment encourager ces genres de missions. Non seulement ça permet aux jeunes d'être occupés et aussi de s'instruire et savoir beaucoup de choses, surtout les fléaux actuels, le sida, le tabagisme, et puis même aussi le paludisme qui est récurrent. La RTI via Radio Côte d'Ivoire avec Vacances Culture a réussi le pari de susciter autour de ce programme radiophonique de vacances l'engouement collectif et l'implication des élus et cadres. L'engagement de leurs responsabilités a été reconnu à travers différents prix et récompenses. Outre le prix du meilleur groupe au crack, le prix du meilleur groupe voyou a été décerné. Il a été remporté par Bokebo. Bokebo qui s'adjuge également le trophée de la meilleure organisation. Des scènes de réjouissance également à Asakra, dans le département de Toumoudi. Le nouveau chef vient d'être installé. Nanan Kwame Kofi Daniel est le 9e chef du village d'Asakra. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet du département de Toumoudi, préfet de la région du Bélier. Djeneba Ouattara, Charles Tatou. Les tom-tom parleurs, annonciateurs de cérémonies de succession des chefferies traditionnelles, crépitent. Nous sommes à Asakra, une des localités du canton Ngma, dans le département de Toumoudi. Ici, on est à la phase de l'installation du nouveau chef traditionnel, Nana Kwame Kofi Daniel. Une cérémonie voulue officielle par la mutuelle de développement, misant sur le soutien du pouvoir traditionnel pour l'accomplissement des actions en faveur du développement. Ici, à Asakra, c'est un peuple qui est beaucoup sédentaire parce que nous sommes à la lisière de la zone forestière et de la zone savane. Il n'y a pas désordre. Demandez à nos frères de venir régulièrement au village pour contribuer au développement du village. Asakra est un village qui évolue. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, accompagné de la ministre gouverneur du district des Lacs et du corps préfectoral de Toumoudi. L'acte de remise de l'arrêté de nomination du nouveau chef traditionnel exécuté par le préfet de la région du Bélier. Acte qui entérine la désignation de Nana Kwame Kofi Daniel comme chef traditionnel d'Asakra. Le ministre Amédée Kofi Kwaku met à profit la cérémonie d'installation pour exhorter les populations à œuvrer à la consolidation de la paix dans le pays. Le président Alassane Ouattara a une vision de développement donc de notre pays. Mais ce développement ne peut se faire que dans la paix, que dans la cohésion, dans l'entente. Donc nous avons été sollicités par les populations pour venir installer ces chefs-là, mais profiter pour passer le message de paix, d'entente, de cohésion du président Alassane Ouattara. La cérémonie d'installation du nouveau chef d'Asakra a été célébrée dans une liesse populaire. L'ambiance festive, on la retrouve également à l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Yopougon. Les jeunes de l'église ont traduit leur reconnaissance à Dieu pour la vie de son serviteur Yaédion Robert, président fondateur de la dite église. C'était sous le regard du chef de cabinet du président de la République, Claude Saïs Mauro. Fred Oulaye, Sarah Timéné, Patricia Omouitia. Salle de culte du siège de l'église protestante baptiste œuvre et mission. Louange et adoration. C'est dans cette ambiance que la jeunesse de l'Église traduit sa reconnaissance à Dieu pour l'œuvre de l'Évangile portée par le docteur Dion Robert, président fondateur de l'Église protestante baptiste. Nous avons un Père que nos jeunes ne connaissent pas très bien. Nous avons voulu tenir ce culte pour donner l'occasion à notre jeunesse de mieux connaître leur Père et de lui laisser aussi le temps de nous bénir. Parce que comme le dit la Bible, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une bénédiction de prophète.
Dion Robert indique que cette action traduit la maturité des jeunes qui représentent aujourd'hui 70% des fidèles de l'Église. Il faut s'occuper de la jeunesse pour que la société soit stable. Donc c'est ce qui nous motive. Et il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Et je suis très heureux, très fier de cette jeunesse qui s'affectionne aux choses d'en haut. Le chef de cabinet du président de la République, parrain de la cérémonie, a traduit les encouragements du chef de l'État et a exhorté à la paix et à la cohésion. Le président de la République, Alassane Ouattara, a voulu mettre les jeunes au cœur de sa gouvernance, mais non pas parce que c'est la jeunesse, mais parce que simplement elle doit être bénéficiaire de tout ce qui est en train d'être fait dans le pays. Or, le pasteur Dion est un des acteurs de la stabilité sociale et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et que cette référence-là parle aux jeunes, nous ne pouvons que nous associer à cela. Claude Saï a fait des dons en matériel et en numéraire au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Cette célébration annonce les festivités du jubilé marquant les 50 ans de l'Église protestante baptiste, œuvre et mission internationale. Autre volet de l'actualité à présent, l'épidémie de la variole du singe, Mpox, est en évolution en Côte d'Ivoire. Il y a à cette date 43 cas confirmés, 17 guéris et malheureusement un décès. Alors que cette épidémie, selon l'OMS, constitue une urgence de santé publique de portée internationale, quelle est la riposte de la Côte d'Ivoire? Réponse dans cet extrait du magazine du dimanche avec le professeur Mamadou Samba, le directeur général de la santé. Regardons. Nous avons 43 cas confirmés. Dans les 43 cas, nous avons 41 cas qui ont été confirmés de manière biologique, car en Côte d'Ivoire, pour déclarer le Mpox, c'est la biologie qui confirme, et on a 2 cas qui sont comptés par lien épidémiologique. Mais dans ces 43 cas, nous avons 17 guéris et malheureusement un décès. Ce qui fait que nous avons en Côte d'Ivoire actuellement 25 personnes qui sont atteintes de Mpox et qui sont actuellement dans nos services de santé et qui sont sous surveillance. Nos équipes sur le terrain font la surveillance épidémiologique du Mpox, prélèvent les cas suspects et après, la confirmation se fait au laboratoire par un examen qu'on appelle la biologie moléculaire, qui s'appelle la PCR, qui dit effectivement si la personne suspecte a ou n'a pas le Mpox. Je voudrais indiquer que la contamination se fait par contact. Nous avons vu que plus de 40 à 50% des personnes qui ont le Mpox ont eu un contact, soit par manipulation, soit par cuisson, soit par consommation de ce qu'on appelle des petits rongeurs. C'est pour cela qu'il n'est pas conseillé aujourd'hui de toucher les animaux morts, de d'épaisser de la viande de brousse, ni de faire cuire la viande de brousse. La plupart de nos cas sont en zone périurbaine ou en zone rurale. Donc cela veut dire que notre épidémie est localisée. Et aujourd'hui, même dans ces zones reculées, nous avons du personnel qui permet à la fois de faire le diagnostic, puisqu'on l'a fait, et aussi d'isoler et de faire le traitement. On en vient au tour de raison de l'actualité qui va nous mener en Ukraine tout d'abord. L'Ukraine qui a vu ses infrastructures énergétiques visées par des frappes russes en début de semaine. Nous irons également en Afrique du Sud pour voir la première femme présidente de la Cour constitutionnelle. Le condensé de l'actualité internationale, c'est dans le 7 sur 7 avec Alexis Ouedraogo. Lundi, plus d'une centaine de missiles et de drones ont atteint l'ensemble du territoire ukrainien, selon le président Zelensky. Les infrastructures énergétiques ont été particulièrement visées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé mardi un SOS mondial sur la montée des eaux dans le Pacifique. Il a dévoilé des travaux de recherche témoignant d'une élévation des eaux plus rapide que la moyenne mondiale. Paris a lancé mercredi ses Jeux paralympiques avec une cérémonie sur la place de la Concorde. 4400 athlètes, 168 délégations, 22 disciplines. 44 nations africaines prennent part à ces Jeux. Le typhon Chanchan, arrivé jeudi au Japon, a fait au moins 4 morts et une centaine de blessés, accompagné de vents allant jusqu'à
152 km/h, la tempête a déversé des torrentiels sur de grandes parties du pays. Face à la montée des cas de variole du singe en République démocratique du Congo, l'OMS a annoncé vendredi la disponibilité de 230 000 doses de vaccins pour les régions les plus touchées. Des doses supplémentaires du vaccin devraient suivre les prochains jours. Les derniers soldats allemands ont quitté définitivement la base militaire de Niamey samedi. Ce départ intervient après celui exigé et obtenu des soldats français fin 2023. L'Afrique du Sud rejoint la Côte d'Ivoire ce dimanche 1er septembre avec le début du mandat d'une femme à la tête du pouvoir judiciaire. La juge Mandisa Maya, 60 ans, devient la présidente de la Cour constitutionnelle. Merci à vous tous de votre